Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. La démocratie et les femmes sont les deux grandes oubliées de la dernière élection selon la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Avec l'arrivée du printemps, Diane Leboutillier invite ses citoyens à reprendre leurs bonnes habitudes écologiques. Bonaventure soulignera le Jour de la Terre avec des conférences et des kiosques le 27 avril. Les festivités entourant le 100e anniversaire de Saint-Siméon ont débuté en force et se poursuivront toute l'année. On parle d'opposition aux mesures de contrôle comme l'isolement, la contention ou les substances chimiques avec Annick Lepage de Droit et Recours. Et votre centre d'action bénévole présente une autre capsule pour contrer l'abus envers les aînés. Tout d'abord, parlons politique, puisque les femmes constituent à peine 27 % de l'ensemble des élus suite à la dernière élection générale, soit 34 sièges sur 125, un recul de 6 % inadmissible selon la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. J'ai rencontré Céline Breton pour en discuter. Madame Breton, dans votre communiqué de presse, on dit élection générale au Québec, deux grandes oubliées, la démocratie et les femmes. Donc, suite à l'élection générale du 7 avril dernier, on n'est pas satisfait chez vous du résultat? Oui, c'est sûr qu'on a été quand même, un peu comme tous les Québécois et les Québécoises, on a été très déçus de la campagne en général. Donc, si on regarde tous les thèmes qui ont été traités, il y a plein de thèmes qui n'ont pas été traités dans la campagne. Donc, c'est sûr, nous, des thèmes qui touchent particulièrement les femmes, surtout dans notre région, en Gaspésie et aux îles, la pauvreté. Donc, la pauvreté, on a les salaires moyens le plus bas du Québec en Gaspésie. Donc, on a beaucoup de femmes qui vivent en situation de pauvreté. Et vous avez eu Influence Communication qui a fait une analyse de toute la couverture médiatique de la campagne électorale. Et c'était la première fois qu'une campagne avait autant de couverture médiatique, mais qu'on entendait le moins les chefs. Donc, il disait que plus de 26 % de la couverture médiatique s'est fait sur le contenant plutôt que le contenu. Donc, il y avait tous les analystes, les commentateurs, les scandales, les salaires. Les salaires, important, ça. Puis toutes les principales questions, donc l'environnement, la santé, l'éducation, la pauvreté, c'est des sujets qui ont été complètement exclus de ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont un peu déçus de cette campagne-là. On peut juste espérer que dans le futur, on va avoir des campagnes qui vont toucher un peu plus des vrais sujets. Là. Donc, pour un démocrate, c'était pas le débat d'idées. Et le résultat de ça, quand on pense qu'il y a 50 % de la population du Québec qui sont les femmes, 34 % seulement de représentation de femmes à l'Assemblée nationale. On est loin on a perdu des points, 6 points. On est tombé à 27 %. Donc, on était, c'est ça, à 33 % et là, on est tombé à 27 %, 34 femmes. 34 femmes, pardon, oui. C'est ça. Donc, on avait 41 femmes et là, on est tombé à 34. Donc, ça, c'est vrai, on est vraiment très déçus de ça parce qu'au cours des dernières années, il y avait toujours une augmentation. On peut dire à chaque élection, les femmes ont gagné à peu près de 3 à 4 %. Déjà que c'était très lent comme évolution, on se disait, bon, à ce rythme-là, on ne va peut-être pas atteindre la parité avant 60 ans. Donc, j'allais peut-être même pas connaître ça de mon vivant. Mais au moins, il y avait une évolution. Et là, bang, cette élection-là, on fait un recul de 6 %. Donc, je pense qu'il faut vraiment commencer à se questionner et se dire, est-ce qu'on emploie les bons moyens au Québec pour que les femmes prennent leur place en politique? Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ce phénomène-là? Est-ce qu'on cherche à savoir pourquoi c'est arrivé? Oui. Bien, il y a différentes raisons. Moi, je te dirais qu'il y a deux grandes raisons. D'un, la socialisation des filles et des garçons. Ça commence tout jeune, ça. Hein? La façon qu'on éduque nos enfants, juste les jouets, tout ça, on a vraiment reculé à ce niveau-là. Maintenant, si vous regardez tous les jouets des enfants, tout est bleu pour les garçons, tout est rose. Bien, dans les années 80, on avait pratiquement tout éliminé ça. Puis là, c'est tout revenu. Donc, et encore là, quand tu grandis toujours, comme moi, par exemple, toute ma vie, j'ai grandi en voyant des premiers ministres qui sont des hommes. Bien, là, on a eu une première femme. C'était la première fois dans l'histoire qu'il y avait une femme qui a brisé le plafond de verre. Bien, c'est difficile pour une femme de s'imaginer première ministre quand tu ne l'as jamais vu. Tu n'as pas de modèle. Donc, ça, c'est sûr que l'arrivée tardive des femmes en politique, ça fait pas longtemps qu'elles ont le droit de vote, ça fait pas longtemps qu'elles sont dans la sphère publique, puis qu'elles travaillent, qu'elles font de la politique, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est normal qu'il y ait un apprentissage là-dedans. Donc, il y a toute la socialisation.
il faut que les femmes se fassent confiance aussi. Donc, il faut qu'elles veulent prendre leur place. On entend beaucoup quand moi je parle avec des femmes qui font de la politique. Souvent, elles vont dire hey, moi, là, je serais bonne, je suis une femme impliquée, j'ai le goût d'en faire de la politique. Sauf que l'élection, la course, l'investiture, le côté de se battre pour arriver à ses fins, ça, c'est un côté que les femmes ont plus de difficultés. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler à accompagner les femmes. Oui, elles ont leur place. Il faut qu'elles travaillent leur confiance en elles aussi pour prendre leur place. Mais surtout dans une élection comme on a eu, ça ne donne pas nécessairement le goût d'en faire quand on voit les campagnes de salissage qui se fait. C'est justement, parce qu'on sait, juste dans la socialisation encore, les femmes sont plus sensibles à tout ce qui est l'image, le paraître, tout ça. Donc, de se mettre en premier plan sur la place publique, c'est difficile, en plus, quand justement on vit des campagnes de salissage. La difficulté est double. Et je veux dire, on demande encore beaucoup aux femmes. Jusqu'à Mme Marois a été élue, on entendait là, partout des commentaires dans le style « Ah, est-ce que... on va voir si les femmes sont meilleures. Ouais. Hein? Donc, il faut, en partant... C'est une charge à porter, ces épaules, ça. Justement. On demande aux femmes d'être meilleures. Moi, à chaque fois que j'entendais ça, quand elle était élue, je me disais... Pourquoi qu'elle devrait être meilleure? Elle va faire son travail de politicienne, de chef d'État, comme les autres l'ont fait avant elle. Elle va faire de son mieux, mais elle n'a pas à être meilleure, tu sais. Dans l'histoire, donc, c'est ça. Marois on leur met beaucoup de pression. Ben oui, voilà. Ce fut la première, comme vous le dites si bien, de briser le plafond de verre, qu'on dit, j'aime bien l'expression. Oui. Est-ce que vous pensez qu'historiquement, ce 18 mois-là, est-ce que vous pensez que ça va nuire à la cause? Bien, je pense justement que ça démontre juste que c'est encore plus difficile, je crois, pour les femmes. Et elle n'est pas la seule, hein, d'ailleurs. On avait 6 femmes qui étaient chefs d'État au Canada, puis il en reste seulement 2, là. Donc, il y en a 3-4 autres qui ont démissionné en cours de mandat. Donc, c'est pas facile. Souvent, on leur met beaucoup de pression sur les épaules, encore plus. Mais ces premières femmes-là, moi, je dis, bon, c'est pas grave, tu sais. Elles ont quand même fait un pas, elles ont montré que c'était possible. Et il y en a d'autres qui vont suivre après, tu sais. On a fait le chemin. Oui, c'est ça. J'ai entendu des analystes politiques dire que, bon, comme justement on parlait des 6 premières ministres au Canada, que les femmes ont une réputation d'être là pour faire le ménage. Et là, on expliquait un peu la situation en disant que le ménage a été fait, on a parti. On a quitté nos fonctions. Est-ce que vous adhérez à cette idée-là? Ben non, pas vraiment. Mais je parlais pas du ménage non, c'est sûr. Non, c'est sûr que... peut-être, bon, le Parti québécois, je pense, a toute une analyse là, de leur défaite à faire. Pourquoi ils en ont arrivé là? C'est pas juste la faute à Mme Marois. Là. Je pense qu'ils ont un examen de conscience à faire. Mais j'aimerais aussi parler qu'il y a une autre raison aussi qui fait que pourquoi il y a moins de femmes en politique, au-delà du fait de la socialisation qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi le fait que les partis politiques ne font pas encore assez de place aux femmes. Parce qu'il y a une question de recrutement. Et quand on recrute les candidats et les candidates, bien, souvent, on recrute encore plus d'hommes que de femmes. Donc, c'est sûr que c'est un vase communicant. Si on a 30 de candidates dans son parti, on ne peut pas espérer avoir 50 d'élus. Là. Je veux dire, tu sais, à un moment donné. Et aux dernières élections, il y avait Québec solidaire qui avait 50 de candidats. Le PQ avait quand même fait un bel effort, il y avait 37 et après ça, ça tombait, les libéraux 28 la CAQ 22 On ne peut pas espérer qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée nationale si on n'a pas plus de candidates. Donc ça, il y a un travail à faire. Il y a plein de solutions qui ont été proposées. Si les partis politiques seraient financés avec justement ceux qui iraient chercher plus de femmes, bien à ce moment-là, il y aurait plus de subventions aux partis, des choses comme ça. Des incitatifs, finalement. Des incitatifs, donc ça existe dans plein de pays et ça fonctionne. Là. Donc ici, je pense que là, vu qu'on n'avance plus, on recule, il va falloir penser là, à mettre sur pied là, des mécanismes pour soutenir l'entrée des femmes en politique. En terminant, bientôt, le premier ministre Couillard fera son premier cabinet ministériel. Des attentes, un souhait peut-être? Ou y a-t-il un pool qui va se faire? Savoir combien de pourcentage les femmes auront? Bien, vu qu'il y a eu justement ce net recul-là, on souhaite que M. Couillard va faire vraiment un effort là, pour avoir beaucoup de femmes dans son cabinet. C'est sûr qu'on vise toujours la zone de parité qui est entre 40 et 60 et il y a beaucoup de femmes qui sont très compétentes dans ses députés. Donc, il y a la place là, pour aller chercher des femmes pour qu'elles deviennent ministres dans son cabinet. Donc, on l'espère. Mme Breton, merci beaucoup pour l'entretien. Bien, c'est moi qui vous remercie. Les Québécoises et les Québécois produisent en moyenne 25 tonnes de matière résiduelle chaque minute.
Alors quand on y pense, faire du compostage et du recyclage efficace n'est pas une si mauvaise idée. La MRC Rocher-Percé en est un très bon exemple. Avec l'arrivée du printemps, la préfète Diane Leboutillier incite la population de sa MRC à reprendre leurs bonnes habitudes écologiques. Voici un extrait du Préfet vous informe diffusé sur nos ondes cette semaine. Un autre dossier dans la MRC Rocher-Percé, celui-là, c'est inévitable, il passe aux 2 semaines, en tout cas l'hiver. Les matières résiduelles, les vidanges. Oui, puis même au mois, l'hiver. Je vous dirais que l'hiver a été difficile pour les gens. Là, on a eu beaucoup de vent, beaucoup de froid. C'est dur à rouler, ces bacs-là, dans ce slush, hein? Oui, l'hiver dans la neige, là, c'est beaucoup de tempêtes. Ça fait que là, on sait, comme on le mentionnait tout à l'heure, le printemps est arrivé. Puis là, vraiment, on encourage les gens au niveau du compostage à vraiment là, recommencer à réutiliser le bac à compost, puis d'utiliser d'ailleurs les 3 bacs, de mettre les choses dans les bonnes poubelles. Oui, parce qu'on le sait que les taux de rejet, que ce soit au recyclage ou au compost, ils sont peut-être moins compost, mais en tout cas, côté recyclage, on sait qu'on est dans les plus élevés au Québec, là, des taux de rejet. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de travail, là. Ça fait que, puis il ne faut pas lâcher, puis il faut continuer, là, faut continuer d'en parler, parce que justement, on avait une rencontre de la Régie intermunicipale des matières résiduelles, puis Recyc Québec nous disait là, que dans les milieux où on relâche la sensibilisation, c'est pas long aussi que les gens relâchent les bonnes habitudes. Fait qu'il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Puis c'est vraiment une question de coût. Parce qu'à la dernière rencontre de la Régie intermunicipale des matières résiduelles, là, on est en train là, de parler de fermer, au lieu d'enfouissement technique, là, les cellules là, qu'on a. Puis, écoutez, là, c'est pour fermer des cellules là, sur 3 ans, là, on parle là, de 1,2 ou 1,3 million. Ça fait que quand on dit là, que le moins possible de faire de l'enfouissement à Gaspé, c'est rentable pour nous. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Fait que là, on reprend là, vraiment nos bonnes habitudes pour le compostage. Puis aussi, tous les appareils électroniques, parce qu'on ramasse ça aussi dans la MRC. Ouais. Les ordinateurs, les télévisions, les radios, les vieux systèmes de son, les téléphones cellulaires, les batteries. Puis on demande aux gens de ne pas mettre ça au chemin. On a des points où les gens peuvent aller les apporter. Entre autres, là, Oui, puis on peut se rendre là, au centre de tri. Puis on peut, si les gens là, veulent avoir plus d'informations, où aller mettre leurs produits, on appelle au 385-4200. Ça fait que nous, on va tout ramasser. Puis on a envoyé, justement, ça fait 1 an là, qu'on ramassait là, tous ces matériaux-là. Puis on a envoyé là, 2 gros chargements, 2 gros camions là, d'ordinateurs récupérés. Ça fait qu'on ne veut pas envoyer ça au lieu d'enfouissement technique. Parce qu'on parle de matériaux lourds qui vont, eux, entrer dans la terre et ne plus jamais disparaître. C'est des polluants extrêmement puissants. C'est des polluants, puis il y a des matériaux à l'intérieur de ça qu'on peut récupérer et réutiliser pour faire autre chose. C'est exactement ce qu'on fait avec le compost. Écoutez, le compost, là, cette année, notre compost, on va faire affaire dans les quincailleries, puis on va le vendre. Ça fait que pourquoi acheter du compost qui vient du secteur de Québec et Montréal quand on peut l'avoir chez nous? Ça fait qu'on valorise nos matières, on leur donne une seconde vie. C'est ça. C'est vraiment important. Dans une ère de consommation où est-ce que justement les vidanges, on en a plein la tête, bien au moins le périssable, lui, de le composter, la nature fait bien les choses. Là. On va faire repousser d'autres nourritures avec ça, là, avec ce compost-là. Là. Puis on peut tout récupérer. On peut récupérer dans nos déchetteries. On en a 3 sur le territoire de la MRC. On récupère le bois, la peinture, les huiles. Tout ce qu'on peut récupérer, là, ça devient des matières. Moi j'appelle ça, c'est comme des mines à ciel ouvert. Fait qu'on réutilise, puis on fait autre chose avec, puis on donne une 2e vie, puis une 3e vie, puis éventuellement une 4e. Puis on pense aux générations qui s'en viennent, et on le fait aussi pour les générations qui s'en viennent, mais je vous le dis, là, comme je disais, de fermer des cellules à Gaspé, là, 1,quelques millions pour de l'enfouissement, c'est excessivement cher.
Demeurons dans l'environnement puisque le jour de la Terre sera souligné de belle façon à Bonaventure le dimanche 27 avril. Le thème choisi cette année est vers une consommation responsable. L'une des organisatrices, Suzanne Slager, nous explique le but d'une telle journée et la liste des activités prévues. Le jour de la Terre, 27 avril, ça va se passer au centre Bonaventure. Ça, c'est bon, c'est organisé. Il y a un comité, là, on voit 8 personnes dans ce comité-là que vous faites partie. Et il y a aussi un groupe que les gens connaissent qui est Environnement Vert Plus. En quoi consiste cette journée-là? Dans le fond, des conférences, des activités? Bon, mais normalement, depuis 2 ans, ça fait ma 3e année que je l'organise, ça se passait à Mario ou à Carleton, dans ces environs-là. Ça fait que les gens étaient comme pas mal sensibilisés. Au début, c'était plutôt un regroupement de granola qui fêtaient un peu, puis qui allaient chercher de l'information ou des échanges entre eux. Mais un jour, on a décidé d'ouvrir les horizons, puis d'essayer d'aller chercher des gens, justement, qui ne sont pas conscientisés. Donc, moi, depuis les 2 dernières années, j'ai essayé d'ouvrir un peu le jour de la Terre pour aller chercher des gens, justement, qui ne sont pas vraiment sensibilisés ou qui ne sont jamais posé la question. Fait qu'en faisant des activités pour les enfants, d'ajouter des conférences, des kiosques, puis pas nécessairement qui touchent vraiment au thème, mais plutôt qui vont aller chercher des gens qui peuvent être intéressés, mais qui n'ont jamais entendu parler. OK, les chercher, ces gens-là. C'est ça. Puis là, en tout cas, le destin a fait que cette année, on a demandé à la Ville de Bonaventure s'ils étaient intéressés. Puis la Ville était très ouverte, ils nous aident beaucoup. Fait qu'on a décidé de le faire à Bonaventure, justement, pour aller chercher une nouvelle clientèle. À 9h30, les gens sont invités, ça va commencer au centre Bonaventure. Là, il y a des kiosques de 10h à 14h30. Qui sera là? Je vois les délices de Jérémy, c'est nouveau, ça. Là. Oui, ça, si je ne me trompe pas. Oui, on a essayé de voir en tout cas, j'ai essayé de trouver des catégories un peu de différentes... tu sais, que ce soit la dégustation, que ce soit l'agriculture, que ce soit comme oiseaux, la ruelle, le bois flotté, les bûches écologiques, on a Deva qui va venir, Jolie Fiche et Techno, Centre TIC. La découpe va être là aussi, c'est ça, oui. Ça fait que éco-santé, tout ça, ça fait qu'on essaie d'aller chercher au point de vue agricole, au point de vue transformation, au point de vue comme Deva avec ses produits, beauté, si on veut, les jardins écologiques et tout ça, oui. Donc, ça, c'est des kiosques qui sont là que les gens vont pouvoir, j'imagine, en apprendre plus sur les différentes compagnies, peut-être même goûter certains trucs. Je ne vais pas m'avancer, mais peut-être qu'il y aurait des trucs à déguster. Ça a l'air que, oui, ça a l'air que les délices, vous allez pouvoir... goûter quelques délices. Ah oui, c'est ça. Il y aura des conférences à partir de 10h30. Entre autres, je vois Carole Chartier qui sera là pour parler d'agriculture, logiquement, de semis. Oui, surtout de son calendrier de semis, puis des trucs de jardinage que le monde cherche. On a à 11h30 Martin Cassis. C'est le camping de l'érable d'Amiguacha. Okay. Lui, il a tout fait son terrain là, en économie d'énergie avec une éolienne puis de la géothermie. Ça fait que c'est pas mal intéressant. Il va y avoir beaucoup de photos. Il y a Martin Zibaud avec la biodiversité écologique et économique. Donc, économique, on peut le prendre dans tous les sens. Voilà. On va avoir la pause santé de 11h à 13h avec les services Manu Menu, oui. Un traiteur qui s'en vient populaire, je pense. Une très belle conférence à 13h30 oui. Avec le conteur Patrick Dubois, qui, lui, parle de retraite à 25 ans. Oui, j'ai vu cette conférence-là, puis je la recommande à tout le monde. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'écouter son cheminement. Un petit gars qui voulait être millionnaire, puis finalement s'est aperçu qu'il n'avait plus besoin d'argent pour vivre. Exactement. En gros, mais ça vaut la peine d'y aller. Donc, oui, ça, je pense que le matériel ne devrait pas faire partie de nos priorités. Tout à fait. À 14h30, on va voir Julie Godreau qui insistait pour, bien entendu, faire une conférence sur la consommation responsable, donc les effets de notre consommation sur les changements climatiques.
Donc, c'est un gros, gros calendrier, grosse cédule, excusez-moi l'anglicisme, gros horaire pour cette journée-là du 27 avril du côté du Centre Bonaventure. Bien, je peux vous dire que c'est un travail à temps plein. Ben oui, j'imagine. Puis, on a des activités pour les enfants, on a des activités extérieures avec la cellule d'hydrogène, grimper dans les arbres, des tours de poney. On a même une exposition et démonstration d'objets anciens. Là. OK. Vous allez apprendre à moudre vos grains pour en faire de la farine. Ah, quand même. Oui, on va avoir du maquillage, des comptes, on a des prix de présence comme un forfait à l'Auberge des Caps à Carleton, des laissez-passer pour le Bioparc, Gaspésie gourmande, puis tous les artisans de la région, je dirais, sont impliqués pour faire des paniers. Donc, les gens, en plus d'en apprendre, en plus d'assister à des conférences, de goûter plein de trucs, auront des cadeaux. Pourront sortir avec quelques trucs. Ah, peut-être, ils auront la chance. Puis on a aussi le Star Dome, on va avoir 2 représentations le matin à 10h30, puis une à 1h30 dans l'après-midi. Donc, on va nous montrer la planète vue de oui, loin. comment tu dis ça? Les poussières organiques qui se passent, en tout cas, qu'on voit dans l'espace. Madame Slager, merci beaucoup pour ces informations-là. Et on répète, 27 avril, le dimanche 27 avril au Centre Bonaventure. L'entrée est gratuite, on le répète, sous le thème vers une consommation responsable. Je vous remercie beaucoup pour ce temps. Bienvenue à tous. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci. Maintenant, la municipalité de Saint-Siméon célébrera tout au long de l'année son 100e anniversaire. Pour marquer l'ouverture des festivités, la population a eu le droit à un spectacle impressionnant avec 100 choristes et près de 50 musiciens à l'église le 5 avril dernier. Nathalie Arsenault a bien voulu nous détailler la programmation bien remplie du 100e. Nathalie Arsenault, la municipalité de Saint-Siméon fête cette année son 100e anniversaire. Et là, il y a plein d'activités. Ça a commencé il n'y a pas long avec un gros spectacle à l'église, une grosse chorale qui était là. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. En fond, l'ouverture officielle du centenaire avec la chorale La Voix des Ondes et la chorale du Collège du Rocher de Saint-Lambert, qui était avec Joël Arsenault, qui est originaire de Saint-Siméon. Donc, ça s'est vraiment bien passé. On a eu vraiment juste des bons commentaires à ce sujet-là. Les choristes, les musiciens, l'accueil, c'était super. C'était représentatif des gens de Saint-Siméon, dans le fond. C'était ça, l'accueil chaleureux, puis c'est ça qu'il y avait à dire. Puis l'église, c'était plein à craquer. Il y avait du monde à la messe. C'est le cas de dire. Cliché. Il y avait, on a vendu 700 billets. Wow. Puis ça s'est vendu, je pense, en 2 semaines, ça a été complet. Donc, on n'a pas aucun négatif à dire. Si c'était à refaire, on le ferait assurément. Succès sur toute la ligne. D'ailleurs, il y avait des caméramans qui étaient là. On va pouvoir faire un DVD qu'on va mettre en vente. C'est ça. Il y avait une équipe qui était sur place pour filmer l'événement. Donc, les DVD vont être en vente bientôt. On devrait les avoir au courant des prochaines semaines. S'ils veulent réserver, c'est possible de le faire via la municipalité. Dans le fond, 418-534-2155, j'ai des numéros comme ça. Ben oui, c'est les gens qui sont intéressés à se procurer cette DV-là. Ils peuvent téléphoner ici, puis on prend les réservations. On prend les réservations jusqu'à avril, peut-être on va prolonger jusqu'à la dernière semaine d'avril pour les réservations. Mais c'est certain que même si on prend les réservations, il va y avoir des DVD supplémentaires pour ceux qui n'auront pas réservé. Ça va sûrement bien se vendre. C'est un bon souvenir pour le 100e. Oui. Il y aura des activités qui seront éparpillées un peu partout durant l'année. Entre autres, le mois de mai, on veut commencer ça aussi. Là, on travaille sur des trucs parce que c'est le mois de l'arbre, c'est ça? Oui, c'est ça. En mai, c'est le mois de l'arbre. Donc, on tente d'avoir une activité qui va concorder avec ça. Je sais qu'il va y avoir la distribution d'arbres dans la cour de l'église, mais je ne sais pas à quelle date. Puis, on a parlé aussi de planter des arbres au séméaire de Saint-Siméon, qui deviendrait éventuellement le parc du centenaire pour dans le fond, après, il va y avoir le 100e, mais il faut se remémorer les événements. Donc, on a pensé de rendre le séméaire le parc du centenaire, mais ça, c'est pas couché sur papier encore. Là. On va développer ça. Ouais, donc, on a fait 100 ans et là, on veut planter pour un autre 100e pour l'avenir. Du côté, le mois de juin, 15 juin, une activité avec une entreprise de Saint-Siméon, la vraie de vrai, qui représente très bien la ville, les fermes Bourdage Tradition. C'est le 15 juin qu'on prévoit une journée là? C'est le 15 juin qu'on prévoit une journée... pas nécessairement à porte ouverte, mais une journée à la ferme Bourdage
Parce que oui, ça fait 100 ans qu'ils sont ici, même ça fait plus que 100 ans, sauf que c'était pas Saint-Siméon quand ils se sont établis. Donc 100 ans à la ferme Bourdage, il va y avoir une visite guidée, probablement un vin d'honneur, des bouchées régionales. Une visite guidée, comme ils font l'habitude aussi. Oui, des c'est chants. ça va être familial. On veut faire ça familial. Puis c'est le 15 juin, c'est pour concorder aussi avec... ça va être probablement leur lancement de leur saison estivale. Parce que eux... Ça s'en vient? Oui, c'est ça. Ils travaillent fort pendant tout l'été. Donc, ça va être le 15 juin à la ferme Bourdage, en après-midi, de 13h à 18h. Il va probablement avoir de la musique sur place, mais ça, c'est encore un travail. Il faut que je contacte justement Pierre à ce sujet-là. Moult activités. Sur le mois de juillet, je vois qu'il est fort occupé. Il y a une tournée ici. Comment on appelle la tournée de la route? Les ancêtres. Des ancêtres. Ça va être en juin, le 22 juin. C'est juin, celui-là. Okay. Oui, c'est en 22 juin. Il y a la route des ancêtres qui, présentement, c'est un comité qui travaille à rechercher les maisons centenaires de Saint-Siméon. Ils sont rendus de entre 125 et 130. Okay. D'après moi, ici, ils ont pas mal terminé. Fait qu'il va y avoir une affiche à chaque entrée de maison qui va expliquer c'est qui était là, qui s'est établi là en 1914. Parce qu'il y en a aussi qui étaient là avant 1914, mais comme que je disais tout à l'heure, ça s'appelait Petit Bonaventure et non Saint-Siméon. Ah! Donc, il y a beaucoup de maisons centenaires. On va faire le tour, on ne sait pas comment encore le moyen, là, mais ça va être à partir du chalet de l'île, probablement. Ça va être aussi en même temps que la fête de la famille à Saint-Siméon. OK. Donc, ça va être une grosse journée familiale à l'île, le 22 juin. Fête de la famille, puis ceux qui voudront faire partie... On va faire la tournée des ancêtres avec la 132, le rang 2, le rang 3. Okay. C'est pas déterminé encore le trajet, mais ça s'en vient. Va se faire. Ouais, on a encore du temps. Ouais. Là, c'est pour le mois de juin. Le mois de juillet, comme je le disais, fort occupé. Entre autres, le bingo du tournoi de pêche le 6 juillet, le fameux tournoi de pêche. Et là, on est rendu quand même, c'est pas le 100e, mais c'est la moitié quand même. C'est le 50e. Le tournoi de pêche, si je me trompe pas, ça a été créé justement pour le 50e de la municipalité. Donc, c'est leur 50e tournoi de pêche cette année. C'est le plus vieux événement dans l'Est du Québec, je crois. Bien, ça ne m'étonnerait pas. Non, c'est ça. Ça aurait bien du bon sens. Donc, du 16 au 20 juillet, c'est le 50e tournoi de pêche. Il y aura des activités là aussi comme à l'habitude. Oui, c'est ça. Comme à l'habitude, des activités avec des groupes locaux, le souper moulet crevettes, le tournoi de pêche, évidemment, le dimanche. Et puis, cette année, on essaie d'avoir 50 bateaux. OK, pour la course? Oui, pour le 50e tournoi de pêche aussi. Ah, intéressant. Donc, on lance l'invitation. Si les gens qui veulent participer à la pêche, là, c'est pour participer, pour avoir du fun, là, pas nécessairement pour gagner le tournoi, mais c'est le fun de voir ça, tous ces bateaux-là à la mer. Donc, c'est ça. Puis avant cette journée-là du tournoi de pêche en tant que tel, c'est bien évidemment, ils ont frappé fort cette année avec Kimoru Cru et Emmanuel Castillo le samedi. Ça risque d'avoir un petit party, ça, habituellement. Petit party. Ça va finir à 9h. Donc encore, il y a déjà plein d'activités, d'autres vont peut-être faire leur apparition, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que pour 60e, Saint-Siméon a mis le paquet. Oui. Mis le paquet en juillet, mais on essaie quand même d'avoir des activités à chaque mois, puis on va essayer aussi de... Ça se termine pas... en juillet, ça se termine pas. C'est le 31 décembre 2014 que ça va se terminer, puis on va essayer de boucler ça tout au long de l'année. Bon, on invite les gens à suivre vos diverses activités. Merci beaucoup, Nathalie Arsenault. Ça me fait plaisir. Merci. Retrouvons l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot au cours de la dernière semaine. Et en fin de chronique, je vais parler un petit peu au niveau du printemps, les véhicules modifiés. Donc, sans plus tarder, au niveau de New Carlisle, au niveau des collisions matérielles uniquement, 5 dossiers répertoriés. On parle de 2 à Passepébiac, 2 à New Carlisle et 1 à Saint-Ézéard. Nous avons eu, au niveau des collisions avec blessés, 2 dossiers d'ouverts, dans les 2 cas à Passepébiac, et on parlait de blessés mineurs. Au niveau des conduites capacité affaiblie, au cours de la dernière semaine pour New Carlisle, on parle d'aucun dossier, donc bilan positif.
Maintenant, au niveau de Bonaventure, nous avons un dossier de conduite dangereuse plus voie de fait. Un dossier maintenant de possession et distribution de pornographie juvénile, dossier ouvert à Saint-Siméon. Nous avons un dossier de possession de cannabis à Passepébiac. Un dossier maintenant d'appel harassant. On parle d'un dossier ouvert à Bonaventure. Un dossier de trafic de stupéfiants est ouvert à Passepébiac. Un dossier où la sécurité et le développement étaient compromis d'un enfant. On parle d'un dossier ouvert également à Passepébiac. Et pour terminer, pour New Carlisle, nous avons 2 exécutions de mandat d'arrestation. Dans les 2 cas, les dossiers ont été réalisés à New Carlisle. Pour le secteur de Port-Beau maintenant, au niveau des collisions matérielles uniquement, on parle également de 5 dossiers. 2 ouverts à Chandler, 2 à Grande-Rivière, 1 à Port-Daniel et l'autre à Port-Beau-Mills. Maintenant, concernant les collisions avec blessés, on parle d'un seul dossier ouvert à Port-Beau-Mills. Et au niveau des conduites capacité affaiblie, au cours de la dernière semaine, encore une fois, dossier bilan positif, aucun dossier n'a été ouvert pour le secteur de Port-Beau. Nous avons 2 dossiers qui ont été ouverts concernant le tabac de contrebande, donc un dossier à Percé et l'autre à Chandler. Nous avons un incendie de véhicule, dossier ouvert à Cap-d'Espoir. Un bris d'engagement est survenu à Chandler. Nous avons procédé à une exécution de mandat d'arrestation à Chandler. Et un dossier maintenant d'harcèlement criminel a été ouvert à Grande-Rivière. À Percé maintenant, nous avons un dossier de proférer des menaces et voies de fait. Et à Grande-Rivière, pour terminer, nous avons un dossier d'harcèlement criminel, intimidation et voies de fait. Alors, rappel concernant les pneus à crampons, qui sont communément appelés les pneus à clous. Donc, à partir du 1er mai, on tombe en infraction, donc ils ne sont plus permis au Québec. Et rapidement, à l'approche du printemps, souvent on voit des véhicules, des petits véhicules, notamment Honda Civic, qui circulent sur nos routes et qui sont modifiés. Il va y avoir une notation particulière par les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, notamment au niveau des silencieux qui sont non conformes, des suspensions qui sont abaissées et également, on parle des vitres qui sont fumées. Rappelez que la pellicule plastique qui est installée doit laisser passer 70 % de la lumière si on ne veut pas être en infraction. Alors, c'est très important de respecter ce critère-là. Alors, il va y avoir certaines opérations, encore une fois, comme je vous dis, très important. Des fois, les jeunes vont modifier leur véhicule, notamment pour abaisser les suspensions. S'ils sont impliqués dans des collisions, il peut y avoir des accusations, compte tenu que ça peut être des négligences. Donc, soyez prudents à ce niveau-là et soyez prudents sur nos routes. Merci. L'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec poursuit son combat entamé depuis maintenant près de 10 ans en présentant un manifeste pour dire non aux mesures de contrôle dans le milieu de la santé. Depuis 2000, on dénombre 21 décès reliés aux mesures de contrôle. Annick Lepage de Droit et recours Gaspésie-Île-de-la-Madeleine nous explique. Non aux mesures de contrôle, le manifeste pour un réel changement de pratique. C'est le titre de ce document-là, Mme Lepage. C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on dénonce dans ce manifeste-là? En fait, c'est des pratiques. C'est des pratiques abusives, non respectueuses des droits de la personne en lien avec l'article 1 de la Charte des droits et libertés. Vous savez, les lois, il y a des législateurs au Québec qui ont inventé, qui ont créé des lois. Et les lois les plus importantes pour nous, les citoyens québécois, c'est la Charte des droits et libertés. Et généralement, les lois sont faites que l'article 1 est toujours plus important que l'article 10 et ainsi de suite. Et l'article 1, c'est la liberté.
Et elle se rattache, donc quand on travaille avec les lois, donc je travaille avec la Charte des droits, puis je vais aller l'attacher sur toutes sortes d'autres droits en fonction de où je me situe. Donc si je travaille au niveau de la Régie du logement, bien, je vais aller attacher ma Charte des droits avec la loi sur la Régie du logement. Dans ce cas-ci, on travaille spécifiquement avec la loi de la santé et des services sociaux en lien avec des départements de psychiatrie. Donc on parle des modules de psychiatrie, spécifiquement. Mais je vous dirais que des mesures de contrôle, dans ce cas-ci, on parle des mesures de contrôle qui est l'isolement, la contention physique ou chimique et les substances chimiques, effectivement. C'est quoi la contention? Bon, isolement, le mot le dit. L'isolement, oui, c'est ça. La loi dit que l'isolement, c'est l'article .118.1 de la loi de la santé qui le définit. Elle dit que la force, l'isolement ou tout moyen mécanique aux substances chimiques, ça ne peut pas être utilisé que jusque pour protéger la personne de s'infliger à elle ou autrui des blessures, des lésions. Alors, on dit que l'utilisation, je vais rentrer dans le détail, ça ne sera pas tellement long. L'utilisation d'une mesure de contrôle, qu'elle soit l'isolement, la contention ou la substance chimique, elle doit être utilisée, c'est vraiment une mesure exceptionnelle. On l'utilise uniquement pour protéger la personne ou protéger autrui, et on doit la baliser. Le moment le plus court, la mesure de contrôle la plus restrictive, la moins restrictive possible, le moment le plus court, et on doit le documenter. Okay. Pourquoi je vous ai mis en isolement? Ça le dit, l'isolement, c'est d'être mettre dans un lieu confiné dans lequel je ne peux sortir librement. Ce qu'on se rend compte, en fait, dans la pratique, c'est que c'est bien documenté. Le ministère de la Santé l'a bien décrit. Il l'a ajouté dans un article de loi. C'est qu'une mesure exceptionnelle qui doit être utilisée de cette façon-là et on doit le documenter. Pourquoi je t'ai mis en isolement et aux contentions? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette mesure-là? Tout ce que j'ai fait avant d'en arriver là, parce que c'est une mesure exceptionnelle, ça veut dire que j'ai essayé plein de choses avant. En dernier recours. Vraiment dernier recours, puis dans le temps le plus court. Alors, on parle de 10, 15, 20 minutes, une demi-heure. Aussitôt que la personne ne représente plus une menace ou qu'elle ne menace plus de faire des lésions ou de frapper qui que ce soit exempt, on doit la libérer. Elle doit pouvoir réintégrer, circuler librement sur le département. Et ça se fait pas, ça? Ça se fait. Alors, il y a des mesures de contrôle, il y a des façons de faire qui se font bien, mais dans la majorité des dossiers qui nous viennent à nous, à notre oreille, parce que nous, vous savez, on est un organisme de promotion, vigilance, aide et accompagnement au niveau de la défense des droits. Alors, les gens qui ne sont pas mis en isolement-contention n'ont pas à se vanter qu'ils n'ont pas été mis en isolement-contention. Hein? Les gens qui viennent à nous, ce sont des gens pour qui on a appliqué des mesures de façon non respectueuse des droits des individus, pour des périodes de temps exagérées, pour des raisons purement et simplement non respectueuses des droits des législations qu'on a en notre actif, et donc se plaignent. Et quand on recense les statistiques des établissements, que ce soit ici ou ailleurs au Québec, on se rend compte qu'il y a une incompréhension de ces mesures-là. Vous savez, moi, je travaille dans le domaine de la santé mentale, donc ça se passe dans la santé mentale. Mais ça se passe aussi au niveau des personnes âgées, dans les CHSLD. Ça se passe aussi au niveau des jeunes, des centres jeunesse, des jeunes délinquants, et aussi dans des centres pour personnes handicapées intellectuelles. Souvent, une mesure de contrôle, comme pour un handicap physique. Une personne qui a un handicap physique, on va la contentionner, exemple, avec une tablette, pour que les gens comprennent bien. Avec la tablette dans laquelle c'est pour ajuster un positionnement. Donc, l'intention qu'on a, c'est pas de la contraindre, c'est pas de la punir, c'est de l'aider à améliorer son positionnement, d'avoir un beau tonus, puis qu'elle soit un peu plus autonome dans ses mouvements. Alors, il y a une bonne intention derrière ça. Dans le domaine de la psychiatrie ou des personnes âgées ou des centres jeunesse, souvent, c'est une mesure de contrôle. On veut te contrôler, c'est pas utilisé dans des fins de protection ou de promouvoir un état de santé. Comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que les départements de psychiatrie, c'est tout, excusez l'expression, de la merde, entre guillemets, puis que c'est tous des gens qui n'ont pas des bonnes interventions. C'est pas ça que je suis en train de dire. Pas généraliser. Il ne faut pas généraliser, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même des abus dans ces établissements-là. Ça fait longtemps qu'on travaille, qu'on lutte pour améliorer ce processus-là. Et il y en a encore aujourd'hui beaucoup trop. Et là, les intervenants qui sont pas d'accord avec ce que je porte comme discours, qui sont pas d'accord avec les documents qu'on a construits, bien, ils sont dans le déni.
Je veux dire, ils ont les deux yeux bouchés puis ils ont les oreilles fermées parce que ça se vit. Ça se vit pas juste à Montréal, à Robert, Gifford, à Québec, puis à Pinel, à Montréal. Ça se vit dans chacun de nos établissements, certains plus que d'autres, certains moins que d'autres. Alors, le manifeste, c'est qu'on veut mettre de la pression sur le ministère, on veut mettre de la pression sur les établissements pour qu'ils prennent conscience réellement des abus, qu'ils profitent, qu'ils font, parce que ça crée des traumatismes, ces choses-là, hein? Oui, on reste marqué. Ça laisse des traces là, chez les individus. Là. J'ai lu le manifeste brièvement, un résumé, et on parlait de ces moyens-là de contenir, de contrôler. J'ai accroché sur le mot parce qu'on parle de contrôle, un peu de vouloir briser la personne, de casser dans le langage populaire la personne. Je lisais ici un exemple qu'on disait, contention, isolement, l'utilisation de mesures chimiques doivent être utilisées pour empêcher, pour que la personne ne s'inflige pas de lésions. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est utilisé pour soulager les intervenants, soit pour punir ou soit pour avoir la tranquillité. Ouais. Ça, j'imagine, quand on approche un syndicat ou peu importe un employeur avec cet argument-là, ça doit ils sont choquer. pas contents. Ils sont pas contents, ils sont choqués, ils nient que ça se fait pas, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors que nous, dans la pratique, on est très, très conscient que, exemple, si vous seriez un utilisateur de services hospitalisé sur un département, puis que vous êtes plus ou moins consentant au traitement qu'on vous propose, on ne vous a pas vraiment impliqué dans les décisions qui vous concernent, on vous impose un traitement, puis que vous n'êtes pas collaborant, alors on va vous coller une étiquette de patient non collaborant, on va utiliser du chantage, toutes sortes de superfuges avec vous pour vous amener à consentir, et on va faire des menaces du chantage dans le sens, bien écoute, si tu n'acceptes pas ton traitement, ou si tu n'es pas gentil, ou si tu ne manges pas ton chose, bien tu n'auras pas ta cigarette, ou tu vas aller en isolement, ou tu vas aller réfléchir, ou tu vas aller te mettre en processus de diminution du stimuli. Alors, avant, on appelait ça la salle d'isolement. Partout. Mais là, à force d'avoir des plaintes, le protecteur du citoyen, le protecteur des usagers à l'époque où on l'appelait comme ça, a trouvé les mêmes similitudes que nous sur le terrain, puis il a fait des recommandations de dire, bien voyons donc, c'est une mesure de contrôle. Les gens disaient, non, c'est une mesure de réflexion. On l'a envoyé dans sa chambre pour qu'il aille réfléchir. Mais c'est parce qu'il n'y a pas 4 ans, là. Ouais, il est consentant, ça. Il est apte à consentir, il est considéré, il est adulte, majeur et vacciné. Il doit participer au traitement qui le concerne, même s'il n'est pas collaborant. Alors, il faut trouver des alternatives parce que la psychiatrie actuelle est un petit peu dépassée dans le sens qu'elle ne trouve sa source que dans la pharmacologie. Et il n'y a pas que ça. Non. Il y a des mesures alternatives. Juste de te connaître, de jaser avec toi. Exemple, si toi, tu es un gars qui se lève à tous les matins à 5 heures avant d'aller faire ta journée d'ouvrage puis que tu t'en vas courir 10 km. Exemple. Toi, c'est ça. Et moi, tous les matins, j'aime ça aller prendre ma douche à 6 heures du matin. Après ça, j'aime ça me taper une demi-heure de lecture avant d'entreprendre ma journée. Si on chamboule nos habitudes de vie parce qu'on est troublé, on est malade, on fait une dépression ou un deuil particulier, puis on a besoin d'un coup de main du monde de la psychiatrie, mais qu'on nous déroute de nos habitudes, donc on t'empêche, toi spécifiquement, d'aller courir, puis qu'on te confine dans une salle de 10 pieds par 10 pieds où il y a un lit qui est bolté au centre, où c'est assez généralement sécuritaire capitonné, parce qu'on sait, hein, c'est pour nous en... Comment tu vas te sentir? Tu vas virer fou, c'est pas compliqué, tu vas virer fou. Alors que si moi, on m'empêche de me détendre, soit avec ma lecture, ou si on m'empêche de prendre une douche parce que ça se fait pas à l'hôpital, on a déterminé qu'à 6 heures, on prend pas une douche, la douche, c'est de telle heure à telle heure, à quel endroit on est à l'écoute de mes besoins? C'est pourtant, c'est comme un milieu de vie, on est là pour nous traiter. C'est pas comme un département en soins coronariens ou en médecine générale ou la maternité, là. On va pas là pour 2-3 jours. On est des gens désorganisés qui s'en vont là pour avoir de l'aide. Il manque du personnel. Tu sais, quand on dit c'est pour soulager, c'est dans cet esprit-là. C'est pas parce que le personnel n'est pas intéressant ou il n'est pas intéressé. C'est souvent parce qu'il est dépassé par la situation, puis c'est plus facile d'isoler ou de contentionner, que ce soit physique ou chimique. Donc, quand on parlait tantôt de contention physique, alors c'est d'attacher. Vous l'avez fait, vous faire attacher ça? Oui, en simulation, évidemment. Évidemment. Donc, pour en venir à ça, le ministère, il y a quand même des beaux outils qu'il a produits, il a créé la loi. Dans son idée, c'est qu'à quelque part, il considérait qu'il y en avait trop. Fait qu'il a commencé à réglementer les choses. Donc, il a créé la loi, il a créé des documents pour encadrer un cadre de relations par rapport à ça. Et il a fait une formation. Donc, le ministère s'est déplacé dans chacune des régions auprès de chacun des établissements pour former le personnel à comment on utilise ça, comment on s'en sert, puis que c'est vraiment une mesure exceptionnelle. Et pendant la formation, il fallait qu'il y ait des cobayes.
Et je l'ai essayé. Moi, je dis, moi, je veux vivre ça. Alors, on m'a juste installé sur une chaise comme ça, poignet lié sur mes barreaux de chaise et les 2 chevilles sur les 2 pattes de chaise. Évidemment, je savais que c'était une simulation, je savais que c'était un jeu, puis qu'à n'importe quel moment, on me détacherait au moment où je le demanderais. L'idée, c'était de toffer idéalement 2 heures. Moi, après 20 minutes, puis pourtant, je suis quelqu'un de solide, là. Je suis assez bien enracinée, je suis en forme, ça va bien ma santé. Après 20 minutes, le menton s'est mis à me trembler comme ça, puis mes grosses larmes. Écoutez, je perdais mes capacités, je perdais mes moyens. La liberté. Ma liberté, complète. Confiance en moi. J'étais en train tranquillement de m'effondrer comme être humain et je savais que c'était une simulation. Fait qu'imaginez qu'est-ce que c'est pour... Bien, tu sais, je fais juste d'en parler, puis je sens le noyau, le nœud qui me noue ici. Et puis, je ne l'ai pas vécu dans un vrai contexte où on me laisse à moi-même dans ce processus-là. Donc, je comprends que ça peut parfois être nécessaire. Pourtant, il y a des pays, puis il y a des établissements au Québec même qui ne l'utilisent pas du tout. Ça veut dire qu'on peut agir autrement. Voilà. Mais c'est différentes choses qui nous amènent, un manque de personnel ou autre qui peut nous amener à utiliser ces techniques-là. On le lit dès la première page de votre manifeste, plus de 10 ans après les orientations ministérielles, un manifeste pour le changement de pratique. En 10 ans, il y a eu, vous le disiez, des outils qui ont été mis en place, mais si vous faites ça, c'est parce qu'on est loin de la coupe aux lèvres. On est vraiment loin. Il y a encore vraiment des pratiques à changer, à transformer. Écoutez, ça fait même plus que 10 ans. On dit plus de 10 ans, mais en fait, ça fait 14 ans parce qu'en 1998, le ministère a sorti l'article de loi sur les santé et services sociaux, qui est la mesure d'isolement contrôle. En 2002, il a sorti ses orientations ministérielles à comment on va utiliser ces applications-là. Il a aussi sorti son plan d'action. Fait qu'il a sorti ces grands documents-là, puis il a laissé aller les établissements là-dedans. En 2006, c'est là où il a fait sa formation, c'est là où j'ai vécu la mesure de contention physique. Oui. Et en 2008, il a sorti un aide-mémoire pour remplacer des mesures de contrôle par des mesures alternatives. Fait qu'il donnait même des petites idées. Et ce n'est qu'en 2011, donc, il a sorti son cadre de référence pour aider les établissements à bâtir leur propre protocole de mesures d'isolement, d'utilisation des mesures de contrôle. Ça veut dire que, en fait, 13 ans plus tard, le ministère sort un document pour aider les établissements à faire leur protocole. Ça veut généralement dire que les établissements n'avaient pas encore fait le protocole. Et ils ne l'avaient pas fait. Moi, on a fait de la pression ici dans notre région, mais tous les groupes, on tente de faire nos pressions de façon égale, identique et un peu en même moment partout au Québec. Donc, ce que je fais ici aujourd'hui, tous mes collègues le font un peu partout au Québec pour que ça soit un effet de masse et que ça bouge. Parce que le médecin qui travaille à Québec puis qu'on vient travailler en Gaspésie, là, qui se promène, il faut le sensibiliser. Il faut qu'il change ses pratiques lui aussi, puis l'infirmière la même chose. Donc, 13 ans plus tard, on donne un guide aux établissements pour bâtir leur protocole. Manifestement, ils ont pris du retard. Oui, c'est ça. Alors, vous comprenez que là, nous, on se dit non, ça va faire. Dans l'histoire, nous, on le dénonce, ça fait longtemps. Les utilisateurs de services le dénoncent, ça fait longtemps. Le protecteur des usagers, à l'époque où on l'appelait comme ça, a dénoncé, il a fait plein de similitudes. Le protecteur du citoyen, la même affaire. Et quand on compare ce qu'eux, ils dénoncent versus nous, écoutez, c'est complètement identique. C'est tout à fait identique. C'est la même chose, ouais. Tout à fait identique. Alors là, le manifeste, on recense ça. En fait, la première partie, on décrit pourquoi on dénonce ça. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on veut mettre de la pression, nous, pour améliorer ces pratiques-là. Parce qu'il y en a des bonnes pratiques en psychiatrie et c'est ça qu'on doit promouvoir. Développer l'alternatif, arrêter de vouloir traiter seulement avec la médication, tenter de comprendre la personne, l'accompagner dans son processus, développer son potentiel humain, puis l'impliquer dans les décisions qui le concernent. Est-ce que vous êtes enthousiaste ou optimiste à recevoir quelques réponses? Parce que je ne suis pas de la seule, vous êtes plusieurs à avoir participé à ce manifeste-là. Est-ce qu'on s'attend? Est-ce qu'on est optimiste à avoir du changement? Oui. Heureusement qu'il faut garder optimiste, mais on sait que ça ne va pas vite. Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je fais ça de la promotion en défense des droits en santé mentale. Ça n'a pas bougé beaucoup. Mais le petit peu qui bouge est acquis. C'est un éternel recommencement. C'est comme un enfant de 5 ans, exemple. Hein? On dit « ramasse tes bas, va garder tes chaussures, serre ton verre d'eau. » S'il vous plaît, dis merci. Merci, oui, c'est ça. Bonsoir, bonjour, bon matin, nanana. On répète constamment. Bien, c'est la même affaire avec le milieu des établissements psychiatriques. Donc, de dire « vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est une mesure de contrôle, ça peut être appliqué de façon correctement. » C'est entendu, mais considère qu'on est des chialeux, en fait. C'est vrai qu'on est chialeux, mais on est chialeux parce qu'on porte la parole de gens qui sont souvent silencieux,
qui ne sont pas entendus et qui sont souvent même pas considérés comme étant crédibles. Alors que moi, avec ces gens-là, pour moi, c'est des gens qui sont souffrants, c'est des gens qui ont besoin d'aide, puis qui portent quelque chose, une vérité. C'est les véritables experts, que ce soit la médication ou des traitements qu'ils souhaitent recevoir. Il faut les entendre, il faut les écouter. Ils ont la solution au traitement qu'ils pourraient recevoir. Justement, en terminant, s'il y a des gens qui ont vécu une situation comme ça, qui n'ont pas voulu en parler ou qui, quelqu'un autour d'eux, qu'est-ce qu'on fait? On doit vous appeler, vous pouvez aider ces personnes-là là-dedans? Bien, j'invite vraiment les gens dans ce processus-là, comme vous dites, qui a vécu une mesure de contrôle, un isolement, donc avoir été mis en salle d'isolement pendant un temps donné ou même contentionné, donc attaché, ou avoir reçu une injection d'un produit, donc d'une substance, un médicament, puis qui a fait en sorte que j'ai dormi 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je les invite à communiquer avec moi pour partager leur vécu. Juste le fait d'en partager avec quelqu'un qui est à l'écoute, ça va faire un bien immense. Et nous, c'est que ça va nous permettre de recueillir des témoignages vraiment au niveau comment ça s'est fait, qu'est-ce qui en reste aujourd'hui après, quel est le traumatisme qui demeure. Et juste le fait d'en parler peut faire du bien. Et nous, ça va nous permettre de monter, de continuer d'accumuler du matériel. Évidemment, c'est anonyme, on peut partager. Je veux dire, alors les gens peuvent communiquer avec nous à Droit et recours en santé mentale au 1-800-463-6192. Pour les gens qui sont curieux ou qui nous cherchent, vous avez juste besoin d'aller sur l'ordinateur, taper droit et recours. On est les 2e. Et là, si vous tapez droit et recours santé mentale, on tombe les premiers. C'est facilement trouvable. Et le document, donc non aux mesures de contrôle, il est sur notre page d'accueil. Donc, si on veut le consulter... lui et plein d'autres. Il y en a d'autres quand s'arrête le contrôle ou commence le changement. C'est des documents que nous avions faits là, à l'époque en 2004, on avait commencé par ça. En 2006, ensemble, s'en sortir et s'en défaire. Donc, on voit que ça fait longtemps. C'est pas la première fois. Ouais. Madame Lepage, merci beaucoup pour ce temps, pour ces explications. Merci. Bonne journée. Merci. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39, Saint-Godefroy, G0C 3C0. Par téléphone au 88 752 65 58. Télécopieur 88 752 65 59. Via courriel à courrier@commercialtelevague.com ou sur notre site web au www.televague.com. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que la table multisectorielle pour contrer les abus envers les aînés de la baie des Chaleurs vous présente une petite capsule d'information et de prévention. Bon visionnement. Cette capsule a été rendue possible grâce à la généreuse contribution de AXA et Securi Group, fiers partenaires du réseau FADOC. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ben oui. J'ai 8 ans. Pas possible comment est-ce que le temps passe vite, hein? On dirait qu'il est venu au monde hier. Dimanche prochain, pas de problème. Ben oui, je vais être là. Ben oui, à quelle heure? OK. OK. Hey, dis-moi donc, as-tu des idées de cadeaux, toi? Bon. Ouais. Ah, ben ça, c'est bon. Ça, c'est là, tu me mets sur une bonne piste. Ben oui. Good. Veux-tu que j'apporte quelque chose pour la bouffe ou... Oui? Parfait. Fait qu'on se voit dimanche. Hein? OK. Bye, ma grande. Profitez d'un rabais de 50 pour les 2 prochains jours. Excellent! Enfin, ce que mon petit-fils va avoir. Ciao!
Ouais, là, c'est super, je viens de gagner un prix. C'est ma journée. Veuillez inscrire votre date de naissance car vous devez avoir 18 ans et plus pour recevoir votre prix. D'accord. Ça fait un petit bout de temps que j'ai passé cet âge-là. Veuillez entrer votre adresse postale pour que l'on puisse vous faire parvenir votre achat et votre prix. Un courriel automatique vous sera envoyé à l'instant pour vous confirmer votre achat et pour vous spécifier la nature de votre cadeau. C'est super. Qu'est-ce qui se passe, là? Je devrais avoir eu ma courriel de confirmation. Là. Promotion 50 %. C'est ça. Simonac, je me suis fait avoir. En terminant, nous vous informons qu'une ligne téléphonique existe pour soutenir les aînés qui vivent un ou plusieurs abus et c'est en toute confidentialité que des professionnels pourront vous aider. Vous pouvez composer le 1-888-489-2287. Ensemble, brisons le silence. Alors, on termine ça, comme d'habitude, avec quelques invitations à divers événements là, à mettre à votre agenda. Tout d'abord, bon, si ça vous dit d'aller un après-midi amateur, bien, il y en a un à Port-Daniel, à l'Âge d'Or de Port-Daniel-Gascon, ce dimanche 20 avril. C'est à 13h30. Les copains seront là. L'entrée, c'est 5 $. On demeure à Port-Daniel-Gascon puisqu'il y aura un déjeuner bénéfice, celui des Chevaliers de Colomb, ce dimanche 20 avril aussi, dès 8 h au restaurant L'Étal. Une invitation maintenant de la bibliothèque de Passepébiac. On vous invite au lancement de la série jeunesse La vie selon Doux avec l'auteure Cathy Édith Lacroix. Ça se passe ce mercredi 23 avril dès 18 h. Le Club interactif tient un souper et une soirée de fin de saison le samedi 26 avril. C'est à 18 h à la Maison Optimiste. Au menu, il y aura un jus de légumes, le roast beef et le dessert. Le tout soutenu musicalement par la musique de Marcel Cyr. Le coût d'entrée, c'est 15 $. Plus d'infos là-dessus, téléphonez au 752-2140, 752-2140 ou le 752-3038. Il y aura un après-midi amateur au Centre communautaire de Saint-Pédis le dimanche 27 avril avec la musique de Ronald et de Georges, les copains, donc ce dimanche 27 avril. Le marché aux puces, on vous le rappelle, le marché aux puces de l'église Saint-Étienne de New Carlisle est ouvert tous les mercredis et vendredis de 13 h à 15 h. Il y aura une soirée rétro costumée. Intéressant ça. C'est au centre multifonctionnel de Gascon. Donc, ça se passe le samedi 10 mai. C'est un peu plus loin, mais on se prépare déjà. On peut faire le costume, là. Alors, c'est le 10 mai dès 21 h. Carole et Carole en musique. Admission 5 $. Donc, je répète, soirée rétro costumée. On parle des années 60-70, là, au centre multifonctionnel de Gascon, le 10 mai. Maintenant, le Club de l'Âge d'Or, la Renaissance de Port-Daniel-Gascon organise un déjeuner de la fête des mères le dimanche 11 mai de 8 h à midi. 6 $ adultes, 3 $, pour les enfants de 12 ans et moins. Donc déjà, on peut regarder là, vers la fête des mères. Assemblée générale annuelle, l'AGA du Club des 50 ans et plus de Saint-Pédis. Ça va se passer le mardi 13 mai à 19 h au centre communautaire de l'endroit. Et d'ailleurs, il y aura élection à 4 postes au conseil d'administration.
Et finalement, je vous rappelle que pour souligner le 90e anniversaire de leur arrivée à Gaspé, les Ursulines organisent une célébration le dimanche 18 mai prochain à la cathédrale de Gaspé. Donc, les personnes intéressées à participer à cette rencontre-là sont priées de bien vouloir donner leur nom au secrétariat de l'évêché au 88 368 22 74, le 368 22 74. Voilà pour cette célébration avec les Ursulines. Eh bien voilà, c'est tout pour vos invitations pour cette semaine et c'est tout pour Info Plus. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une joyeuse Pâques.